Bonjour, je m'appelle Mathieu Euro, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'anesthésie est un acte médical qui permet la réalisation de soins thérapeutiques ou diagnostiques, douloureux ou inconfortables. On parle d'anesthésie générale quand elle consiste à endormir l'ensemble du corps pour mettre le patient en état de sommeil profond. On parle d'anesthésie loco-régionale quand on n'endort qu'une partie du corps, par exemple juste le bras si on doit se opérer du bras, ou la partie basse du corps, comme par exemple péridurale. Et on parle d'anesthésie locale lorsque l'anesthésie est délivrée par le chirurgien uniquement au niveau du site opératoire. Alors comment est-ce que l'anesthésie se déroule? Elle se déroule dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire au bloc opératoire, à l'exclusion de tout autre lieu, avec un système de surveillance adapté, de surveillance des fonctions vitales, respiratoires, cardiovasculaires. Elle commence par la pose d'une perfusion. Elle s'accompagne d'une respiration d'oxygène pur pour éliminer tout l'azote qu'on a dans les poumons, faire de bonnes réserves pour assurer la sécurité du patient. Et puis on commence à la délivrer avec ces trois composantes. Petit 1, on assure l'analgésie, c'est-à-dire on s'assure que le patient n'a pas mal et il n'y ait pas de retentissement de la douleur sur l'ensemble de ses organes. Une composante hypnotique, l'hypnose on fait dormir, alors c'est pas l'hypnose qu'on conçoit, c'est l'hypnose au sens médicamenteux du terme. On va induire le sommeil. Et puis, on va paralyser les muscles pour, dans un premier temps, faciliter la mise en place de la prothèse au niveau de la trachée qui va nous aider à faire respirer. Et pour un certain nombre de chirurgies, faciliter le geste du chirurgien. Une fois que le patient est endormi, on maintient l'anesthésie en maintenant l'administration de ces différents médicaments. Et pour réveiller le patient, on arrête leur administration et le patient se réveille. La différence entre anesthésie et sédation, il n'y en a pas. La sédation est une anesthésie, avec simplement une seule de ses composantes, l'hypnose, on va faire dormir, on n'y ajoutera pas la paralysie complète des muscles pour intuber et pour permettre la réalisation, mais c'est une anesthésie. Elle bénéficie donc des mêmes principes de sécurité, se fait dans un bloc opératoire, elle est précédée d'une consultation d'anesthésie et elle est suivie d'une surveillance en salle de surveillance post-interventionnelle, qu'on appelle aussi salle de réveil communément. Alors l'anesthésie s'accompagne de plus en plus de techniques plus douces. Pas de place pour l'acupuncture. En revanche, pour l'hypnose, assurément, l'hypnose conversationnelle, un certain nombre de professionnels qui se sont formés à cela, un certain nombre d'actes qui sont réalisés conjointement entre hypnose et anesthésie loco-régionale, anesthésie locale, voire de l'hypnose qui précède une anesthésie générale. Cette hypnose n'est rarement isolée, elle est souvent associée à une anesthésie locale, loco-régionale ou générale. Les limites de l'anesthésie locale sont de deux ordres. Un, la taille et la profondeur de la cicatrice. S'il faut ouvrir le ventre pour aller au fond du ventre, on ne pourra pas faire ça sous anesthésie locale. En revanche, si c'est superficiel, c'est quelque chose qui est envisageable selon la tolérance du patient, son acceptabilité et l'expertise de l'équipe chirurgicale, dont en général n'est pas discutée. Le deuxième point, c'est la dose totale d'anesthésie que l'on peut délivrer. On est limité pour des raisons de sécurité à une certaine dose en fonction du poids. Donc une fois qu'on s'approche de cette dose, on arrête. Alors l'anesthésie gazeuse est très utilisée, mais une fois qu'on dort, alors on l'utilise fréquemment chez les enfants pour les endormir avant de leur poser la perfusion, parce qu'à 2 ans, ils ont du mal à accepter qu'on vienne leur faire une piqûre sur le dos de la main. On les endort avec ce gaz, qui est la plupart du temps ce qu'on appelle du sévoflurane, et une fois qu'ils sont endormis, on pose la perfusion, on termine l'anesthésie avec le gaz et des médicaments intraveineux. On peut utiliser du méopa, qui est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, encore appelé communément gaz hilarant, qui permet d'assurer la réalisation de gestes peu douloureux de manière confortable. Si l'anesthésie locale n'est pas assez efficace, on peut tout à fait basculer vers une anesthésie générale, à la condition que ça ait été prévu. Je l'ai dit, la sécurité du processus anesthésique repose sur le respect d'un certain nombre d'étapes, dont la consultation d'anesthésie préalable. Et on ne peut pas faire hors urgence une anesthésie, fût-elle générale ou loco-régionale, si le patient n'a pas été vu au préalable en consultation d'anesthésie. Ce faisant, ça permet d'anticiper les besoins et les risques. Mais on peut convertir une anesthésie locale en anesthésie générale à cette condition-là si nécessaire. Comment bien se préparer à l'anesthésie et comment préparer son corps? Je veux dire de manière assez simple, en suivant les consignes qui sont remises par le médecin anesthésiste. Il n'y a pas de consignes universelles, il y en a quelques-unes, on va le voir, mais l'anesthésie, c'est une prise en charge médicale qui est personnalisée dans le cadre d'un parcours de soins individuel, et on commence par suivre les consignes qui ont été données par l'équipe soignante d'anesthésie-réanimation en amont.
La première chose, c'est d'arrêter certains médicaments dont l'arrêt a été prescrit. D'autres, il faudra les poursuivre. Certains, il faudra les arrêter. Il faudra respecter le jeûne pré-anesthésique. On en reparlera dans une autre question. Et pour certains patients, dépendamment de leur état ou dépendamment du type de chirurgie, on aura besoin d'examens complémentaires, soit de prise de sang, soit d'examens qu'on appelle d'imagerie comme une échographie, un scanner ou des radiographies. Et puis, pour finir, pour une infime proportion de patients, on aura besoin de thérapeutiques complémentaires pour permettre l'anesthésie et la chirurgie. Comme par exemple, si on se rend compte qu'il y a une artère du cœur qui est bouchée et qu'on va subir une grosse chirurgie vasculaire, il peut être important de déboucher l'artère du cœur avant cette grosse chirurgie-là. Est-ce que la prise d'un calmant est indispensable avant une anesthésie? Non, elle n'est pas indispensable. Sauf cas très particuliers, on estime que ça a été montré sur le plan scientifique, on peut parfaitement s'en passer, encore une fois, sauf des cas bien exceptionnels. Et on s'en passe parce que, un, elle n'apporte pas grand-chose, et deuxièmement, elle retarde le réveil. Au cours de l'anesthésie, quand on s'endort, on perd la capacité à protéger ce qu'on appelle nos voies aériennes, c'est-à-dire de fermer le clapet au niveau de la trachée, si d'aventure on avait un petit peu de régurgitation qui remontait de l'estomac, avec le risque que ces régurgitations passent dans les poumons et induisent une détresse respiratoire. C'est lié aux médicaments d'anesthésie qui vont paralyser ces muscles-là. Pour minimiser ce risque-là, on va minimiser le risque de régurgitation et donc faire en sorte que l'estomac soit vide. Et donc il y a des consignes très strictes à suivre. On ne mange pas à partir de 6 heures avant l'anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale, parce qu'elle peut être convertie en anesthésie générale. On ne boit pas jusqu'à 2 heures avant l'anesthésie générale ou l'anesthésie loco-régionale. Et on peut boire jusqu'à 2 heures avant uniquement ce qu'on appelle des liquides clairs. Les liquides clairs, c'est facile à comprendre, c'est ce qui est transparent, c'est de l'eau, du thé sans lait ou du jus de pomme. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que ça dépend éminemment du type de médicament. Donc on a des procédures pour ça. Nous, on a défini dans notre société savante la liste des différents traitements chroniques pris par les patients et ça varie d'un traitement à l'autre. Donc on a 100 pages de procédures, on connaît les grandes lignes, quand on a un doute, on s'y réfère. Je ne peux pas vous les lister ici, ça n'aurait pas de sens. Mais disons qu'on adapte au terrain du patient et on adapte au type de médicament. Par exemple, lorsqu'on prend des anticoagulants par voie orale, on dit que la dernière prise est classiquement au 5e jour avant l'intervention, on n'en prend plus par la suite. Et la reprise se fera bien dépendamment du type de médicament, dépendamment du type de chirurgie et dépendamment du type de risque lié à la combinaison des complications de l'acte opératoire et de la prise du médicament. Certains médicaments pourront être pris le jour même, d'autres il faudra attendre 48 ou 72 heures. Eh bien oui, c'est tout à fait envisageable. Si on estime que le risque d'anesthésie dépasse le risque lié à la chirurgie. Je vais prendre un exemple. Si un patient a une pathologie cardiaque très évoluée, comme par exemple un rétrécissement de la valve aortique très sévère, qui à l'effort le conduit à faire des malaises ou avoir des douleurs thoraciques, on sait qu'il y a un risque anesthésique très fort. Si on doit l'opérer de sa valve aortique, il n'y a pas à discuter, il faudra l'endormir pour permettre cette chirurgie. Si à l'inverse, le patient souhaite, c'est tout à fait naturel, une chirurgie pour une arthrose de hanche, par exemple, consistant à remplacer la hanche par une prothèse, on estime qu'il y a un vrai bénéfice pour la qualité de vie du patient, mais il y a un vrai risque lié à l'anesthésie, dans le cas présent, qui supplante le bénéfice pour la qualité de vie du patient. Auquel cas, on proposera au patient de traiter, dans un premier temps, sa pathologie de la valve aortique, pour permettre, dans un second temps, une fois que ce sera réglé, de permettre la chirurgie de la prothèse de hanche en toute sécurité. Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander, est-ce que la chirurgie réalisable sous une anesthésie locale, loco-régionale ou générale? S'il faut que le thorax soit complètement ouvert, par exemple, on ne pourra pas envisager une anesthésie loco-régionale. Donc, c'est le type de chirurgie qui, dans un premier temps, va nous aiguiller. Ensuite, si la chirurgie peut être réalisée sous différents types d'anesthésie, eh bien, on discutera en évaluant avec le patient ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, à préférer l'une ou l'autre des techniques. On va dire que pour quelqu'un de bien portant, il y a assez peu d'arguments pour préférer une technique à l'autre. Sous-entendu, partielle, loco-régionale ou générale. En revanche, dans certains cas de figure, parce que le patient est porteur de comorbidité, de maladie, l'une peut être préférable à l'autre. Mais c'est une évaluation au cas par cas, tenant compte de ce qui est faisable. Dans la grande majorité des cas, lorsqu'il n'y a pas d'argument scientifique ou médical pour dire il vaut mieux l'une ou l'autre, en général, c'est les patients qui nous disent « oh, moi j'ai envie de dormir » ou « moi j'ai pas envie de dormir ». Voilà. Mais c'est une évaluation au cas par cas, une discussion qu'il faut avoir avec son médecin anesthésiste réanimateur. Alors ça, c'est une situation
pas très fréquente, mais c'est très bien de l'avoir posée, c'est très bien de le savoir. L'intubation difficile, c'est la difficulté à mettre en place la prothèse qui va permettre de relier le patient, la trachée du patient, au respirateur qui va le faire respirer pendant l'anesthésie. Dans quelques rares cas, c'est difficile à mettre en place. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Le fait est que si au réveil de l'anesthésie, votre équipe d'anesthésie et réanimation vous dit, vous savez, c'était difficile de vous intuber, doit vous remettre un certificat. Et ce certificat, il faut le délivrer à chaque fois qu'on consultera un nouvel anesthésiste pour lui dire, vous savez, la fois précédente, ça a été difficile. Alors, quels sont les risques encourus? Il y en a grosso modo deux types. Il y a des risques mineurs et fréquents, malheureusement, dans ce genre de situation, c'est qu'il y ait ou des bris dentaires ou bien des douleurs assez importantes au niveau du pharynx, parce qu'on utilise un laryngoscope pour mettre en place la sonde d'intubation. Et puis, heureusement, il y a des risques beaucoup plus rares, mais beaucoup plus graves, qui sont la difficulté à mettre en place cette sonde, une détresse respiratoire qui s'installe, un manque d'oxygène, voire un arrêt cardiaque avec les conséquences cérébrales que ça peut avoir. Donc si vous en avez un, oui, il faut absolument le produire, puisque ce n'est pas une fatalité, on a des moyens pour nous adapter à ce type de situation et moduler à la fois la technique médicamenteuse, mais aussi la technique pour mettre en place la sonde d'intubation. Une anesthésie locale peut être recommandée de manière générale, abstraction faite de pathologie, peut tout à fait faire une ponction d'ovocytes sous anesthésie locale. Pour autant, en cas, par exemple, de douleur chronique ou d'inconfort lié à la réalisation du geste, le médecin anesthésiste peut proposer à la patiente de réaliser ça sous anesthésie générale. Il n'y a pas de règle, c'est une discussion au cas par cas. Alors, le médecin compose le cocktail anesthésiant en fonction de l'effet à obtenir. Il peut décider de mettre qu'un seul ingrédient, comme par exemple simplement un hypnotique, juste pour faire dormir, comme par exemple pour une fibroscopie ou une colonoscopie, ou à l'inverse, d'associer de quoi faire dormir, de quoi ne pas avoir mal et de quoi paralyser si le chirurgien a besoin d'opérer le pancréas, par exemple, assez profond. Et donc cette combinaison de l'objectif à obtenir, de la durée de cet objectif à obtenir, qui découlera le choix du cocktail anesthésique. L'anesthésique le plus fréquemment utilisé, c'est le propofol. C'est un médicament qui est blanc, qui a la particularité d'agir assez rapidement et pas très longtemps. On décide de la quantité d'anesthésiant à délivrer, tenant compte du poids du malade, alors réel ou idéal, puisque ça dépend du type de molécules qui se dissolvent ou non dans les tissus gras. Et on appelle ça des posologies. La réalité, c'est que on titre. Et titrer l'administration du médicament, c'est administrer des petites doses jusqu'à ce qu'on atteigne l'effet que l'on souhaite obtenir. Et à ce moment-là, on sait qu'on a eu la bonne dose. Ça traduit le fait que probablement l'anesthésie n'était pas adaptée aux besoins, elle était insuffisante. Voilà, pour ce cas-là, je ne sais pas dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi et dans quel cas c'est survenu. C'est d'analyse de dossier et j'incite les patients concernés à demander un rendez-vous avec le chirurgien si c'était sous anesthésie locale ou avec le médecin anesthésiste si c'était sous anesthésie locale régionale. Alors oui, il est normal si le chirurgien a procédé à l'anesthésie locale, c'est-à-dire à infiltrer la zone qu'il allait opérer, qu'il n'y ait pas de médecin anesthésiste réanimateur dans la salle, puisque c'est sous la responsabilité et la direction du chirurgien. Et l'infirmière de bloc opératoire, il est tout à fait normal de n'avoir dit que le chirurgien et l'infirmière en cas d'anesthésie locale. La réponse est non. La réponse est non pour deux raisons. D'abord, on ne va pas réveiller quelqu'un qui a le ventre ouvert pour lui demander s'il est d'accord sur la réalisation de tel ou tel geste. C'est extrêmement douloureux. Deuxièmement, lorsqu'on se réveille de l'anesthésie, on est dans les brumes et on n'est pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée à l'acte que l'on propose. Donc s'il y a une décision à prendre, les chirurgiens mettent un terme à la chirurgie, on arrête l'opération, on réveille le patient, il passe en salle dite de réveil, retourne dans sa chambre, et là le chirurgien le verra pour discuter avec lui ou elle de la pertinence de réaliser tel ou tel geste complémentaire, et le lendemain ou un autre jour, on retournera au bloc opératoire. Si ça arrive, ce n'est pas volontaire. On ne souhaite pas réveiller les patients pendant les opérations. C'est une complication, somme toute assez rare, contre laquelle on essaie de se prémunir en utilisant des systèmes de surveillance très rapprochés, de surveillance cardiovasculaire et de surveillance de l'électroencéphalogramme, pour prévenir ce qu'on appelle un risque de mémorisation, c'est-à-dire de se souvenir de quelque chose de très inconfortable pendant l'acte chirurgical. L'anesthésie induit un sommeil, va faire dormir le patient. On va vous endormir. Alors ce n'est pas un sommeil physiologique au sens où on le vit
quotidiennement quand on va se coucher le soir. C'est un sommeil qu'on induit par des médicaments qui ne durera que le temps d'administration du médicament. Donc il est vraiment artificiel. Hein. Il ne repose pas comme les sommeils réparateurs que l'on peut avoir dans notre lit. Cette anesthésie générale là, va déstructurer le sommeil pendant quelques nuits qui suivent l'acte chirurgical. 1, 2, 3 nuits. On dirait grossièrement que l'impact de l'anesthésie générale sur le sommeil est à peu près le même que celui d'un décalage horaire de type Paris-New York. Ce n'est pas habituel de se réveiller avec de l'agressivité, mais ça peut survenir, en particulier si on s'est endormi très anxieux. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'essayer de se détendre autant que faire se peut, dans un environnement le plus bienveillant et apaisé possible. On a l'habitude de dire aux patients qu'ils se réveilleront comme ils se sont endormis. C'est pour ça qu'on leur demande de penser à quelque chose d'agréable. Deuxièmement, la douleur peut induire de l'agressivité, voire dans certains cas des phénomènes de sevrage, comme par exemple le sevrage nicotinique chez les patients qui sont des grands tabagiques. Tout ça, combiné, peut conduire à un petit peu d'agressivité. Alors on se réveille en tremblant après une anesthésie, parce qu'en général on a été opéré au bloc opératoire, où il fait en général, on va dire 20 degrés, qu'on est tout nu ou à peine, et on est immobile pendant une durée assez prolongée. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces mouvements musculaires qui sont notre usine de chaleur. Alors on a beau prendre des précautions, nous anesthésistes, en réchauffant les patients à l'aide de couvertures chauffantes extérieures. En général, les patients qui sortent du bloc opératoire ont perdu à peu près 1 degré de température corporelle. Puis il y a une dysrégulation, ce qu'on appelle de la thermogénèse qui est liée aux médicaments d'anesthésie, qui fait que pour se réchauffer, on fait ce qu'on sort quand on sort d'un bain froid, on frissonne et ça remonte la température. Alors on a des nausées et des vomissements au réveil de l'anesthésie parce que les médicaments que l'on utilise, pour certains d'entre eux, favorisent la survenue de nausées. Alors il y a au-delà de ces médicaments-là, des facteurs qui sont liés aux patients. On en a identifié 3. 1, le fait d'être une femme. Deuxièmement, le fait d'être non-fumeur, ce qui est une bonne chose de ne pas fumer, mais expose plus que les fumeurs au risque de nausées et vomissements post-opératoires. Et le fait d'être sujet au mal des transports. Quoi qu'il en soit, les équipes médicales et infirmières sont très sensibilisées à ça. Et ça fait partie des symptômes que l'on essaie de prévenir en administrant au cours de l'anesthésie des médicaments qui visent à diminuer l'incidence des nausées et des vomissements au réveil. Alors, parce que les anesthésies ne sont pas toutes les mêmes et les chirurgies ne sont pas toutes les mêmes. Il faut comprendre que le réveil, c'est la résultante de l'arrêt des médicaments de l'anesthésie, c'est aussi la résultante du début de la récupération après un acte chirurgical qui, par définition, est traumatisant puisque le corps va être incisé et ouvert. Donc il y a à la fois les effets rémanents de l'anesthésie, les effets de l'agression tissulaire, de la douleur, qui fait qu'on se réveille différemment. La récupération de la sensibilité après une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire une anesthésie où on n'a endormi qu'une partie du corps, un bras, un avant-bras, les jambes ou la partie inférieure du corps, va dépendre du médicament qu'on a utilisé et de sa concentration. Dans certains cas, c'est un acte de courte durée, qui n'est pas très douloureux, et on va utiliser des médicaments qui ne vont pas agir très longtemps, juste le temps nécessaire. A l'inverse, dans certains cas, les patients vont subir une chirurgie assez longue et douloureuse, et on souhaite bien que l'effet analgésique, c'est-à-dire d'absence de douleur lié à la technique d'anesthésie loco-régionale, soit le plus prolongé possible. Et pour ce faire, on va utiliser des médicaments qui vont durer longtemps, de 18 à 24 heures. Donc ça dépend du choix qui a été fait par le médecin anesthésiste, qui dépend lui-même du risque douloureux après la chirurgie. Voire dans certains cas, d'administrer de manière continue l'anesthésique locale au moyen d'un cathéter lorsque l'on veut prolonger cette analgésie, par exemple en cas d'une chirurgie d'un membre très douloureuse, pendant 24, 48 ou 72 heures. Alors, pour récupérer au mieux, il faut bien suivre les consignes qui ont été données. Respecter toutes les consignes de préparation avant la chirurgie et avant l'anesthésie, et au besoin, de suivre les consignes qui ont été données avant l'anesthésie et la chirurgie, de ce qu'il fallait faire après. Par exemple, des exercices respiratoires dans le cas d'une chirurgie du thorax ou de chirurgie de l'abdomen, ou des exercices de kinésithérapie lors de chirurgie orthopédique. Bref, respecter les consignes. Et combien de temps après se remettons de l'anesthésie? Avec les médicaments qu'on utilise, si l'anesthésie ou la chirurgie n'est pas très douloureuse, ça récupère assez vite. En fait, tout dépendra de la relation entre l'anesthésie et le type d'agression chirurgicale que l'on va subir. Si c'est un panari, on s'en remettra très vite. Si on a changé une partie de l'aorte abdominale, ça prendra un petit peu plus de temps. Si les douleurs sont insupportables en post-opératoire, 1000 fois oui, vous devez demander à ce que l'équipe soignante demande à un anesthésiste réanimateur de venir vous voir pour conseiller votre chirurgien sur la stratégie analgésique à avoir.
Alors, ne pas se réveiller en anesthésie, c'est ce qu'on appelle le coma post-opératoire. Et ce coma post-opératoire, il est très rare. Quand il survient, en fait, il traduit une complication très sévère, qui est en général la conséquence d'un manque d'oxygène du cerveau pendant une période plus ou moins prolongée, qui peut résulter d'une détresse respiratoire, c'est-à-dire un problème d'oxygénation du sang importante, qui peut conduire à un arrêt cardiaque, où là, il n'y a plus de sang qui est administré au cerveau, donc plus d'oxygène, ou bien d'un accident vasculaire cérébral. Mais là, on parle de complications qui sont extrêmement, extrêmement rares. L'anesthésie a des conséquences générales sur le corps, bien évidemment, puisque l'anesthésie va interrompre temporairement le fonctionnement du système nerveux central. Alors, pas complètement, hein, mais va l'interrompre temporairement. La courte durée de vie des médicaments de l'anesthésie vont réduire l'effet rémanent à l'arrêt du médicament. Voilà, donc il y a des conséquences temporaires sur le fonctionnement du système nerveux, sur le fonctionnement du système circulatoire, de la pression artérielle qui diminue un petit peu, mais aux doses qu'on utilise, le retentissement est assez modeste. L'anesthésie générale n'est pas responsable de douleurs chroniques. En revanche, l'anesthésie générale, comme la chirurgie, peuvent interférer et potentialiser des douleurs préexistantes. Voire sur certains terrains, l'acte chirurgical, parce que c'est un délabrement traumatique, peut entraîner des douleurs chroniques. Mais ce n'est pas l'anesthésie à proprement parler qui rend les patients douloureux. Alors, les anesthésies sont détournées, dans le bon sens du terme, pour traiter des pathologies douloureuses. Je vais prendre deux exemples. Un médicament d'anesthésie générale qui s'appelle la kétamine, qui est utilisé à des doses infra-anesthésiques, c'est-à-dire des doses beaucoup plus faibles, pour diminuer la douleur des patients qui sont douloureux chroniques. Et un autre exemple, qui est celui de techniques d'analgésie locorégionale, consistant à aller repérer avec un échographe un nerf du corps, d'aller, à l'aide d'une aiguille, déposer au contact de ce nerf un anesthésique local. Lorsqu'on met une concentration élevée d'anesthésique, on endort complètement, on ne peut plus bouger le territoire innervé par ce nerf et on ne sent rien du tout. Lorsqu'on utilise des posologies, c'est-à-dire des doses qui sont inférieures, on peut n'endormir que la sensation douloureuse et conserver la sensation de perception et la motricité. Donc on utilise déjà des techniques d'anesthésie en dehors du champ de l'anesthésie pour traiter des douleurs. Là, il y a deux types de médicaments, dont un qui n'est quasiment plus utilisé, d'anesthésie, qui peut avoir une toxicité hépatique importante. Il y avait un médicament halogéné, un gaz anesthésiant qu'on appelait l'allotane, qui pouvait induire des hépatites, mais on ne l'utilise plus. Et il y a un médicament qu'on utilise en anesthésie ou parfois en douleur chronique, qui peut, lorsqu'il est utilisé à très forte dose et pendant très longtemps, c'est la kétamine, entraîner ce qu'on appelle des cholangites. C'est une maladie du foie. Le corps élimine les produits anesthésiants par les poumons lorsqu'il s'agit de gaz anesthésiants. On leur administre par les poumons, et dès qu'on n'administre plus, ils vont les éliminer à nouveau par les poumons. Lorsque ce sont des médicaments qu'on a administrés par voie intraveineuse, ils vont être éliminés par le foie, par les reins, ou pour certains, par des enzymes qui sont en plasma. Les enzymes, c'est des petites molécules qui vont aller dégrader les médicaments. Pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a 3 moyens d'éliminer naturels et de détruire ces médicaments-là. À ma connaissance, il n'y a pas de boissons ou d'aliments qui vont retarder l'élimination des médicaments anesthésiques. L'anesthésie altère de manière assez transitoire les facultés mentales de tout le monde, y compris le sommeil, pendant les quelques heures qui suivent l'anesthésie. C'est pour ça qu'on demande aux patients, surtout, de ne prendre aucune décision importante le jour de l'anesthésie, voire dans les jours qui suivent, si l'acte chirurgical était assez important. Chez les patients âgés, a fortiori ceux qui ont déjà des altérations des facultés mentales, eh bien, cet effet peut être amplifié, voire prolongé. Alors l'anesthésie mal dosée, elle peut être mal dosée parce qu'elle est insuffisante, auquel cas le patient ressentira ce qu'il ne doit pas ressentir et aura mal, sera anxieux. Et là, il convient d'approfondir, soit de changer de technique pour rendre une plus efficace, comme par exemple passer d'une anesthésie locale ou locorégionale à une anesthésie générale. A l'inverse, si elle est surdosée, il peut y avoir des effets indésirables plus graves, particuliers cardiovasculaires, si les médicaments d'anesthésie ont été livrés à trop grosse dose. Ou, en cas d'anesthésie locorégionale, si on fait trop de médicaments d'anesthésie locale, il y a un risque cardiovasculaire, un risque cérébral. Alors, la mortalité imputable à l'anesthésie elle-même a été divisée d'un facteur 1000 en l'espace de 15 ans.
faut savoir que cette imputabilité liée à l'anesthésie est 1000 fois inférieure à la mortalité liée à la chirurgie. Et à l'heure où on se parle, le risque de décéder d'une anesthésie, l'anesthésie, je ne parle pas de l'ensemble du geste opératoire, l'anesthésie varie entre 1 sur 100 000 et 1 sur 1 million, dépendamment du terrain du patient. Alors, l'anesthésie a des conséquences à long terme sur le psychisme chez les personnes âgées. Ça a été montré dans une publication en 2018 qu'il y a une très faible diminution des fonctions cognitives à 5 ans après une anesthésie, et ce qui est un problème principalement pour les patients qui ont déjà des dysfonctions cognitives préexistantes, une altération des fonctions mentales préexistantes. Alors, plus que l'anesthésie, c'est l'association de fragmentation du sommeil dans les jours qui suivent et l'état inflammatoire après la chirurgie qui vont concourir à un état de fatigue important. Non, on n'a pas besoin de sevrage après plusieurs anesthésies chimiques, pour la simple et bonne raison, c'est que les médicaments qu'on utilise au cours de l'anesthésie sont de très courte durée d'action. Je n'ai pas d'explication au fait de pleurer pendant une semaine après une anesthésie, sinon peut-être le fait que la personne était très anxieuse et que le sommeil fragmenté dans les jours qui suivent n'est pas propice à la réparation et induit un état de fatigue lui-même à même de favoriser les pleurs. Les risques et les complications sont en général confondus avec les risques et complications de l'ensemble de l'acte opératoire, c'est-à-dire anesthésie et chirurgie. On va parler que de l'anesthésie, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Il y a deux types de risques. Des risques mineurs qui sont, je dirais pas très fréquents, et des risques majeurs qui sont extrêmement rares. C'est-à-dire que les risques mineurs sont principalement des lésions dentaires qui sont liées aux difficultés à mettre en place la prothèse trachéale, la sonde d'intubation entre le respirateur et la trachée du patient, et des complications nerveuses, des compressions nerveuses qui sont liées à des malpositions sur la table d'opération qui peuvent donner une sensation d'engourdissement, de fourmis dans le membre pendant quelques heures à quelques jours, mais qui, la plupart du temps, récupèrent. Il y a malheureusement des complications beaucoup plus rares qui sont des détresses respiratoires, parce que par exemple on n'arrive pas à mettre en place la sonde d'intubation, ou parce que l'état respiratoire se dégrade, qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque, et donc aux conséquences de cet arrêt cardiaque avec des souffrances cérébrales et un handicap sévère, mais un domaine extrêmement rare. Le risque, il est lié à la combinaison entre pour ce qui est de l'anesthésie, entre anesthésie et terrain du patient. C'est-à-dire que produire une anesthésie générale à quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque terminale liée à une maladie de la valve aortique, par exemple, est un risque vital. Quelqu'un qui a un cœur qui est sain, dans ce domaine, il n'y aura pas de risque particulier. Donc c'est véritablement l'interférence entre la maladie et l'anesthésie qui va la rendre à risque pour le patient et qui devra nous faire choisir une alternative thérapeutique ou d'autres médicaments ou adapter les doses des médicaments. Pour minimiser ce risque-là, on a mis en place un certain nombre de garde-fous, de barrières, parcours de soins qui commencent par une consultation d'anesthésie, ensuite au bloc opératoire dans un environnement sécurisé avec du personnel qui est là et qualifié pour vous surveiller et vous prendre en charge, et au décours d'une anesthésie, un passage en salle de réveil en cas d'anesthésie générale et s'assurer que l'ensemble des fonctions vitales sont bien revenues à leur niveau normal et acceptable. Alors, on peut subir plusieurs anesthésies dans une année. Il n'y a pas de risque particulier. Le risque, ce serait de ne pas permettre les traitements que nécessite une anesthésie. C'est une vraie question, mais il n'y a pas d'anesthésie sans chirurgie à côté. Et c'est en fait la combinaison de l'anesthésie et de la chirurgie qui va agresser et détruire des neurones. Sous-entendu, ce n'est pas le médicament d'anesthésie en lui qui va faire ça, mais les conséquences de l'inflammation résultant de l'acte chirurgical et les conséquences de la baisse de la perfusion du cerveau par le sang, qu'on observe en cas d'anesthésie générale, bien qu'on prenne des précautions, qui combinées peuvent altérer le fonctionnement des neurones. Alors comment est-ce qu'on gère on gère les cas de diabète, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'épilepsie, de fibromyalgie, de maladies chroniques en général, en prenant en charge la maladie avec le médecin référent. C'est-à-dire qu'on connaît ces pathologies-là, on sait qu'il faut adapter les doses de médicaments d'anesthésie, la dose de respirateur qu'on va pouvoir délivrer aux patients, mais il faut aussi le préparer en amont,
Adapter les traitements avant la chirurgie, adapter les traitements après la chirurgie. Et c'est donc du cas par cas, en suivant des recommandations des sociétés savantes. Par exemple, pour le diabète, la société savante d'anesthésie-réanimation et de diabétologie ont été impliquées et ont commis des recommandations que l'on suit. Non, pas de produits d'anesthésie interdits, faute de quoi on ne les utiliserait pas. Dès qu'on découvre un effet indésirable qui n'est pas connu, ou si on découvre que son incidence est supérieure à ce qui était attendu, à chaque fois qu'on met en évidence, on déclare le cas à un organisme qu'on appelle de pharmacovigilance, de surveillance des médicaments. Et cet organisme va faire son enquête qui pourra conduire à la suspension, si besoin est, de l'utilisation du médicament. Mais en anesthésie, on n'est pas des apprentis sorciers à utiliser des produits interdits. Si c'est interdit pour tout le monde, y compris pour les anesthésistes. Oui, on peut anesthésier des patients atteints d'hypersensibilité chimique multiple, et on a des procédures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la procédure va dépendre du terrain de chaque personne, de l'analyse allergologique et de cette hypersensibilité chimique, qui n'est pas la même d'un patient à l'autre. Et on tiendra compte des recommandations d'une part, qui sont publiées par nos sociétés savantes, et d'autre part, du terrain du patient et des résultats des tests qui ont été réalisés. Alors, la rachianesthésie, c'est une anesthésie qui consiste à endormir le bas du corps, en général, on va dire en dessous de l'ombilic, au moyen d'une ponction dans le dos, à l'aide d'une aiguille très fine, qui va aller injecter un anesthésique local en bas de la moelle épinière, c'est pas dans la moelle, c'est en dessous de la moelle, d'où sortent toutes les racines nerveuses qui vont descendre jusqu'aux orteils. Et donc pour ce faire, il faut ponctionner le sac, qui est un petit sac qu'on appelle le sac dural, dans lequel se trouvent ces racines nerveuses et le liquide céphalorachidien, et y injecter le produit anesthésiant. Alors quels sont les risques? Le risque numéro 1, c'est qu'en dépit de tout ce qu'on a pu bien faire, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le sac dural. Deuxièmement, c'est qu'on a beau avoir injecté un endroit qu'on pense être le bon, on a une anesthésie partielle. C'est-à-dire qu'on sent encore sur d'un côté, par exemple. Il y a des variations anatomiques qu'on ne voit pas, puisque c'est à l'intérieur, on ne va pas voir à quel endroit on le fait. Ça, c'est des complications fréquentes et plutôt bénignes, puisqu'on peut soit recommencer, soit convertir en anesthésie générale. Il arrive, lorsque ça a été difficile, lorsqu'on a utilisé une grosse aiguille, qu'il faut franchir le sac, donc faire un petit trou dans le sac, et lorsqu'on enlève l'aiguille, qu'il y ait du liquide qui s'échappe, et qu'on ait ce qu'on appelle un syndrome post-ponction lombaire. Ce sont des céphalées, des maux de tête assez invalidants, qui surviennent principalement lorsqu'on se met en position assise ou debout, et qui se calment quand on se met en position allongée. Dans ce cas-là, il faut tout de suite le mentionner, on a une technique qui permet de réduire de manière significative cette symptomatologie-là, qui consiste à aller injecter au contact du trou du sang du patient. Donc on prélève au niveau du bras environ une seringue de sang qu'on va réinjecter comme une péridurale du sang du patient, et dans la grande majorité des cas, ça suffit à calmer la douleur. Mais si ça survient, il ne faut surtout pas attendre. Les rachianesthésies ne déclenchent pas de syndrome du défilé. Il peut arriver que l'anesthésie loco-régionale consistant à administrer un liquide d'anesthésie au contact du nerf puisse irriter ce nerf. En général, ça passe en quelques heures à quelques semaines. Alors, l'obésité n'est pas un facteur aggravant. L'obésité est une condition pathologique, plus ou moins importante selon le degré d'obésité, dont on tiendra compte. On en tiendra compte en recherchant des complications liées à l'obésité, éventuellement en les traitant avant la chirurgie. On en tiendra compte en adaptant le choix des médicaments et la dose des médicaments qu'on va délivrer, et on va adapter en modifiant les réglages du respirateur pendant et après l'anesthésie. Donc, il n'y a pas d'aggravation à proprement parler. Le syndrome d'apnée du sommeil modifie notre prise en charge anesthésique, non pas au moment de l'anesthésie elle-même, mais au décours de l'anesthésie, puisqu'il y a un risque d'obstruction des voies aériennes, ces ronflements très intenses qu'on observe chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil au cours de leur sommeil, peuvent survenir au décours de l'anesthésie pendant les premières 24 heures. Et pour s'en prémunir, on demande aux patients de venir au bloc opératoire ou en salle de réveil avec leur machine de ventilation nocturne qu'on leur met dès qu'on a enlevé la sonde d'intubation. Et dans ce cas-là, on minimise tout risque lié au syndrome d'apnée du sommeil. Alors, je ne peux pas détailler toutes les procédures, mais il faut comprendre qu'on ne connaît pas tout, donc on va se référer à la littérature dans ce domaine, et il y a un certain nombre de sites, notamment Orphanet, qui renseignent, ou les associations de patients qui commettent des recommandations pour l'anesthésie, en accord avec les experts, en tel ou tel cas de figure. Et lorsqu'on ne connaît pas,
On se réfère d'une part à ces publications scientifiques, à ces communications d'associations de patients, à ces recommandations des centres de référence de maladies rares, et on se réfère aussi aux recommandations qui sont très souvent prodiguées par les patients, qui connaissent dans certains cas bien mieux leur maladie que nous, et qui viennent avec une carte en disant voilà, j'ai le droit à ça, je n'ai pas le droit à ça. On vérifie, on compile toutes les informations pour définir une stratégie sécuritaire. L'anesthésie a des interactions médicamenteuses, et il y a des dictionnaires entiers de médicaments qu'on ne va pas pouvoir lister ici, mais on connaît les interactions principales avec les grandes classes médicamenteuses. On sait qu'il y a des médicaments qu'il faut interrompre avant, pour ça qu'il faut bien respecter les consignes qui ont été données par l'équipe médicale en amont. Et lorsque certains médicaments ne peuvent pas être interrompus, par exemple en cas d'urgence, on a des moyens de s'adapter à ce type de situation. Si on découvre au cours de l'anesthésie qu'il se passe quelque chose de normal, on va essayer d'investiguer assez rapidement pour faire le diagnostic et prendre en charge la situation. Et parfois, on se rend compte que c'est une réaction allergique. On a pour ça un certain nombre d'algorithmes de prise en charge. Et on découvre à ce moment-là que le patient est allergique à un produit d'anesthésie, auquel cas, au réveil de l'anesthésie, on l'en informera, on lui remettra une carte, on l'enverra vers un allergo-anesthésiste qui va pouvoir procéder à une consultation pour mettre en évidence et affirmer, 1, l'allergie, et 2, les causes de cette allergie. Puis parfois, on reçoit en consultation des patients qui disent « moi, je suis allergique », en nous donnant des informations, parce qu'ils ont présenté un risque allergique, auquel cas, avant de les endormir, on demande d'avoir le rapport de cette consultation d'allergo-anesthésie. Et puis on peut suspecter, dans certains cas, un risque allergique chez des patients qui n'ont jamais été endormis. C'est un risque que l'on suspecte chez des patients qui ont des réactions cliniques à l'ingestion de kiwi, d'avocat, de banane, de châtaigne ou de sarrasin. Et là, on sait que ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une réaction allergique, mais ils sont plus à risque que d'autres. On prend des précautions nécessaires. Il faut savoir que le risque de réaction allergique au cours d'une anesthésie générale est d'environ 1 pour 13 000 anesthésies. Il n'y a pas de patient naturellement résistant à l'anesthésie, qu'elle soit anesthésie générale, loco-régionale ou locale. La difficulté à endormir une partie du corps peut être liée aux difficultés à administrer l'anesthésique locale au contact du nerf qu'on veut endormir. Soit parce qu'on ne le voit pas bien à l'échographie, soit parce qu'il n'est pas là où on l'attend, on a tous des variations anatomiques, extérieures mais aussi intérieures, soit parce que la diffusion, c'est-à-dire la capacité à aller se mettre dans les différents espaces corporels, ne se fait pas comme on le souhaiterait. En tout cas, il n'y a pas de résistance lorsque le produit est vraiment au contact du nerf, et il n'y a pas de résistance à l'anesthésie générale. En revanche, on peut, si ça ne fonctionne pas, recommencer l'anesthésie loco-régionale dans les limites des doses que l'on a déjà administrées, ou transformer ça en anesthésie générale. À l'heure où on se parle, dans le monde, il y a plus de 1200 protocoles de recherche en anesthésie qui sont en cours dans des domaines complètement variés. Il y a le développement de nouveaux médicaments, nouvelles molécules, le développement de nouvelles modalités d'administration pour des molécules qui sont connues, l'évaluation des effets indésirables sur des fonctions à la respiration, du cerveau, du cœur par exemple, le développement de techniques de surveillance particulières, développement de techniques associées comme l'hypnose par exemple, le bénéfice de l'hypnose chez des patients qui doivent se faire opérer, l'amélioration de la gestion de la douleur en modifiant nos procédures, notamment des procédures dites d'anesthésie sans morphinique, opioid-free anesthesia, des recherches dans le domaine de la respiration artificielle, puisque la respiration étant interrompue pendant l'anesthésie, elle est supplantée par une machine, ou encore des relations entre l'anesthésie et l'immunité. Ça, c'est pour des parties très, on va dire, fondamentales, mais il y a tout un pan de recherche en termes de sciences sociales et de sciences humaines sur la qualité des relations au sein d'une équipe au bloc opératoire et l'impact que ça peut avoir. Et donc, des projets de recherche, c'est par foison qu'on en trouve.